Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons 5 personnes attaquées par des grands félins. D'une tentative désespérée d'un père mal avisé, au dernier cambriolage d'un voleur qui l'a mené en territoire de Puma. Mais d'abord, commençons par la première histoire, qui l'a amené à faire le pari le plus dangereux de sa vie. C'était le 18 septembre 2016, et le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le Bronx Zoo, alors que les derniers visiteurs se dirigeaient vers les sorties. Le parc de 265 acres, abritant plus de 4000 animaux, se préparait à la routine de nourrissage du soir, après une autre journée chargée. Miguel Santos, 34 ans, était assis sur un banc dans le parc voisin, une bouteille de whisky vide à côté de lui, regardant à travers les arbres vers l'entrée du zoo. L'ouvrier du bâtiment du Bronx buvait depuis midi, essayant d'engourdir la douleur d'avoir perdu la garde de sa fille de 8 ans, Sophia, 3 mois plus tôt. Son addiction au jeu lui avait tout coûté, son mariage, sa maison, sa relation avec son enfant, et maintenant son emploi après avoir été licencié du chantier de construction où il avait travaillé pendant 6 ans. L'ex-femme de Miguel, Carmen, avait obtenu une ordonnance restrictive après qu'il se soit présenté à l'école de Sophia, exigeant de la voir. Sa désespoir et son comportement erratique effrayaient à la fois les enseignants et sa fille. L'avis d'expulsion dans sa poche lui donnait 3 jours pour quitter son appartement, mais Miguel n'avait pas d'argent pour le loyer et nulle part où aller. À 34 ans, il avait l'impression que sa vie était finie. Mais quelque part dans son esprit embrouillé par l'alcool, il avait élaboré un plan qu'il croyait suffisant pour prouver à Carmen qu'il était assez courageux pour être à nouveau un père. Alors que l'heure de fermeture approchait, Miguel se dirigea vers la zone de service derrière l'enclos des tigres, où les bâtiments de maintenance permettaient d'accéder aux infrastructures de l'établissement. L'enclos des tigres abritait Xar, un tigre de Sibérie mâle pesant 400 livres qui avait été sauvé d'une captivité illégale et placé en refuge au zoo. Les tigres de Sibérie sont la plus grande sous-espèce de félins vivants. Les mâles adultes pesant jusqu'à 660 livres et mesurant plus de 10 pieds de long. Ce sont des prédateurs solitaires d'une force incroyable, capables de tuer des proies bien plus grosses qu'eux, grâce à leurs mâchoires puissantes et leurs griffes acérées. La force de leurs morsures atteint environ 1000 livres par pouce carré et leur vitesse et agilité rendent la fuite presque impossible une fois l'attaque commencée. Miguel a attendu que le parc zoologique soit vide et que le personnel se soit déplacé vers d'autres zones pour les tâches du soir. L'alcool lui avait donné un faux sentiment de courage et il s'est convaincu que survivre à une rencontre avec le tigre démontrerait le genre de bravoure qui regagnerait le respect de sa famille. Utilisant son expérience dans la construction, Miguel a accédé au toit du bâtiment de maintenance par une porte de service non verrouillée. Miguel a escaladé la barrière de sécurité du toit et est descendu dans le fossé de l'exposition, puis a grimpé le mur opposé pour entrer dans l'habitat de Xar. Xar, pesant plus de 400 livres, a réagi instantanément à l'intrus dans son domaine. Le tigre massif a chargé Miguel à une vitesse explosive, couvrant la distance entre eux en bond puissant. La patte massive de Xar a frappé Miguel dans le dos, le projetant face contre terre. Les griffes du tigre ont lacéré les épaules et le dos de Miguel, ouvrant de profondes entailles qui ont immédiatement commencé à saigner abondamment. Les mâchoires puissantes du tigre ont trouvé le cou de Miguel, ses canines de 7 cm perforant les muscles et les principaux vaisseaux sanguins tout en écrasant ses vertèbres cervicales. Les griffes postérieures du tigre ont lacéré la cuisse et la hanche de Miguel, ouvrant de grandes plaies causant une hémorragie catastrophique. Les luttes de Miguel se sont affaiblies à mesure que la perte de sang et la détresse respiratoire envahissaient son système. La sécurité du zoo est arrivée dans les minutes qui ont suivi les cris de Miguel et a appelé l'équipe d'intervention d'urgence. Au moment où le tranquillisant a complètement sédaté Xar après 10 minutes, Miguel avait déjà succombé à une perte de sang massive et à un traumatisme. L'enquête a révélé que Miguel avait beaucoup bu avant l'incident et avait accédé à l'enclos par le toit de la zone de service pendant les préparatifs de l'alimentation. La mort de Miguel a dévasté sa famille et souligné les conséquences tragiques des problèmes de santé mentale non traités et de la toxicomanie. Son ex-femme, Carmen, a eu du mal à expliquer à leur fille pourquoi son père ne rentrerait jamais à la maison, tandis que le zoo a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour toutes les zones de service. Mais la fin tragique de Miguel n'était que le début de notre voyage dans le monde mortel des rencontres avec les grands félins. En Floride, la décision d'un travailleur d'entretien travailleur de prendre un raccourci dangereux l'a conduit sur le territoire d'un lion africain de 450 livres. C'était le 3 avril 2015 et l'obscurité avant l'aube enveloppait le sanctuaire Big Cat Rescue à Tampa, en Floride, lorsque Jérôme Washington est arrivé pour son service de maintenance matinale. L'établissement de 120 acres abritait plus de 80 grands félins sauvés, offrant un sanctuaire pour les animaux sauvés de la détention illégale, des zoos en faillite et des installations de divertissement. Jérôme Washington, 41 ans, a garé son vieux pick-up près du bâtiment d'entretien et a rassemblé ses outils pour une autre journée de réparation et d'entretien. Le travailleur d'entretien à temps partiel travaillait au sanctuaire depuis 2 ans, équilibrant ses tâches là-bas avec un travail de nuit dans un entrepôt pour soutenir sa mère handicapée. Jérôme était connu pour son éthique de travail forte et sa volonté d'accomplir n'importe quelle tâche, mais aussi pour sa tendance à prendre des raccourcis quand il était en retard. Ses superviseurs l'avaient averti plusieurs fois de suivre les protocoles de sécurité, surtout près des enclos des grands félins. Ce matin, Jérôme était déjà en retard pour son quart de travail à l'entrepôt. Il avait une longue liste de réparations à effectuer, y compris réparer une conduite d'eau cassée qui nécessitait qu'il accède à l'abri à outils de l'autre côté de la propriété. La route normale le ferait passer autour du périmètre de plusieurs enclos, ajoutant 15 minutes à son emploi du temps déjà serré.
La clôture de César se trouvait directement entre Jérôme et sa destination. Le lion africain massif avait été sauvé d'un cirque en faillite 3 ans plus tôt et s'était bien adapté à la vie en sanctuaire. Pesant 450 livres, César était l'un des plus grands félins du centre, avec une crinière impressionnante et une carrure puissante qui faisait des lions mâles des prédateurs si redoutables. Les lions africains sont des prédateurs de sommet, qui vivent dans des structures sociales complexes, à l'état sauvage, mais les mâles comme César sont naturellement territoriaux et défendront agressivement leur domaine contre tout intrus perçu. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 420 livres et possèdent une force incroyable, avec des mâchoires puissantes capables de délivrer des forces de morsure d'environ 900 livres par pouce carré. Leurs griffes acérées peuvent atteindre jusqu'à 3 pouces de long et leur vitesse et agilité les rendent extrêmement dangereux pour les humains qui entrent dans leur territoire. Jérôme avait observé les routines quotidiennes de César pendant 2 ans et savait que le lion passait généralement les premières heures du matin à se reposer dans sa tanière. Le sanctuaire utilisait un système de verrouillage à double porte pour tous les enclos des grands félins, nécessitant que César soit sécurisé dans sa zone de retenue avant que tout humain puisse entrer dans l'habitat principal pour les travaux de maintenance. Pressé par le temps et confiant dans sa connaissance des habitudes de César, Jérôme a pris la décision fatale de prendre un raccourci par l'enclos du lion. Il s'est approché de la porte de la guillotine qui séparait l'habitat principal de César de son enclos avec l'intention de vérifier que le lion était bien en sécurité avant d'entrer. Cependant, il n'a pas réussi à bien sécuriser la cheville de verrouillage de la porte de la guillotine, la laissant retenue uniquement par la gravité plutôt que par le verrou mécanique qui empêcherait César de l'ouvrir. Jérôme est entré dans l'enclos principal par la porte de maintenance, croyant que César était en sécurité. Il a commencé à marcher rapidement à travers l'espace ouvert vers l'abri à outils, concentré sur l'accomplissement de sa tâche et sur le fait d'arriver à temps à son travail à l'entrepôt. Ce que Jérôme n'avait pas réalisé, c'est que la porte de la guillotine mal sécurisée avait permis à César de pénétrer dans l'enclos principal. Le lion massif avait détecté la présence de Jérôme et rôdait maintenant dans son territoire, enquêtant sur cette intruse inattendue. Jérôme était à mi-chemin de l'enclos lorsque César a lancé son attaque. Le lion de 450 livres a jailli de derrière un groupe d'arbres à une vitesse dévastatrice, ses puissantes pattes arrière le propulsant à travers le terrain dégagé en de gigantesques bonds qui ont couvert la distance entre eux en quelques secondes. L'impact de la charge de César a projeté Jérôme au sol, sa boîte à outils s'envolant de ses mains alors que le poids massif du lion l'enfonçait dans la terre. Jérôme a essayé désespérément de ramper vers la porte de sortie à 50 mètres, mais les puissantes mâchoires de César ont trouvé son cou et sa gorge avant qu'il ne puisse parcourir ne serait-ce que quelques pas. Les canines de 2,5 pouces de César ont transpercé le cou et la gorge de Jérôme, sa force de morsure écrasant sa trachée et sectionnant les principaux vaisseaux sanguins. Les griffes de César ont lacéré le torse et les bras de Jérôme, ouvrant des entailles profondes qui ont causé une perte de sang et des traumatismes supplémentaires. Les instincts naturels de tueur du lion l'ont poussé à maintenir sa prise sur le cou de Jérôme tout en utilisant son poids puissant pour épingler sa victime au sol. Les luttes de Jérôme s'affaiblissaient alors que la perte de sang et le compromis des voies respiratoires submergeaient son système. En quelques minutes, ses mouvements cessèrent alors que l'attaque dévastatrice de César s'avérait fatale. Le lion continua de garder sa proie, marchant autour du corps sans vie de Jérôme tout en maintenant le comportement territorial qui avait déclenché l'attaque. Le directeur du sanctuaire découvrit la scène 20 minutes plus tard lorsque Jérôme ne répondit pas à son contrôle radioprogrammé. Les secouristes et les agents de la faune ont travaillé ensemble pour tranquilliser en toute sécurité César et retirer les restes de Jérôme de l'enclos. L'enquête a révélé que Jérôme avait enfreint plusieurs protocoles de sécurité en entrant dans l'enclos de César sans sécuriser correctement la porte de la guillotine et sans suivre la règle obligatoire des 2 personnes pour les zones de grands félins. Le sanctuaire a mis en place des mesures de sécurité renforcées pour tous les travaux de maintenance. La mort de Jérôme a dévasté sa famille et la communauté du sanctuaire, soulignant les dangers inhérents à travailler avec des prédateurs de haut niveau, même dans des environnements contrôlés. Pourtant, les dangers des rencontres avec les grands félins vont au-delà des milieux professionnels. À Seattle, le défi imprudent d'un adolescent le conduirait à une confrontation mortelle avec l'un des prédateurs les plus puissants de la nature. C'était le 29 juillet 2017 et l'air du soir d'été portait les sons de la ville à travers le Woodland Park Zoo à Seattle, Washington. L'établissement de 92 acres avait fermé ses portes aux visiteurs plusieurs heures auparavant, laissant les lieux calmes, à l'exception des appels occasionnels des animaux nocturnes et du bourdonnement lointain du trafic des quartiers environnants. Tyler Brennan, 17 ans, s'est accroupi derrière un bâtiment de maintenance alors que la lampe de poche d'un gardien de sécurité balayait son endroit de cachette. L'élève de terminale avait réussi à éviter d'être repéré pendant 3 heures depuis la fermeture du zoo, remplissant ainsi la première partie d'un défi que ses camarades de classe lui avaient lancé après qu'il se soit vanté de pouvoir se faufiler dans n'importe quel endroit sans être détecté. Son passé de violation de propriété et de vandalisme mineur lui avait valu plusieurs avertissements de la police, mais sans conséquences graves qui auraient pu dissuader son comportement imprudent.
Le défi de ce soir avait commencé comme un simple pari de passer la nuit au zoo. Mais le besoin de Tyler d'impressionner ses amis avait fait monter les enjeux. Il avait besoin d'une preuve photographique d'une rencontre qui consoliderait sa réputation de membre le plus audacieux de son groupe. L'exposition des jaguars avait attiré l'attention de Tyler lors de sa reconnaissance des lieux. Luna, une femelle jaguar de 200 livres, vivait dans un habitat soigneusement conçu qui reproduisait l'environnement de la forêt tropicale, habitat naturel de son espèce. Les jaguars sont la troisième plus grande espèce de grands félins dans le monde et le prédateur suprême des Amériques, avec des forces de morsure atteignant environ 1500 livres par pouce carré, plus fortes que celles des lions ou des tigres. Ce sont des chasseurs solitaires doués avec une furtivité et une puissance incroyables, capables d'écraser les os de leur proie d'un seul coup de dent. Leur nature territoriale signifie qu'ils défendront agressivement leur domaine contre les intrus. Tyler avait observé Luna lors de visites précédentes et avait remarqué qu'elle se reposait souvent à un endroit précis près de la zone d'observation pendant les heures du soir. Son plan était d'entrer dans l'enclos, de s'approcher du jaguar endormi et de prendre un selfie en la touchant. La petite taille et la détermination de Tyler lui ont permis d'accéder à la passerelle du gardien derrière l'exposition. Il a découvert qu'un panneau en treillis dans la barrière de confinement secondaire avait été endommagé lors de travaux de maintenance récents et était prévu pour être réparé la semaine suivante. Le panneau compromis offrait juste assez d'espace pour que Tyler puisse se faufiler dans la zone arrière de la maison. Tyler est entré dans le territoire de Luna juste après minuit, son téléphone prêt à capturer la preuve dont il avait besoin. Le jaguar semblait dormir à son endroit habituel près d'un tronc d'arbre tombé, son corps puissant immobile dans la lumière tamisée. Ce que Tyler ne comprenait pas, c'est que les jaguars sont principalement des chasseurs nocturnes, avec une vision nocturne et une ouïe exceptionnelle. Luna ne dormait pas vraiment, mais se reposait les yeux fermés, tout en restant pleinement alerte aux sons ou mouvements dans son territoire. Tyler s'approcha de l'endroit où Luna se reposait avec son téléphone tendu. Lorsqu'il fut à portée de main, Tyler étendit sa main vers l'épaule puissante de Luna. Dès que les doigts de Tyler touchèrent en sa fourrure, Luna réagit avec des réflexes fulgurants. Ses puissantes mâchoires se sont refermées sur le bras tendu de Tyler avec une force dévastatrice, sa morsure de 1500 livres par pouce carré broyant les os et sectionnant instantanément les artères principales. Le cri d'agonie de Tyler résonna dans le zoo vide alors que les puissantes mâchoires de Luna maintenaient leur emprise sur son bras. Les instincts naturels de tueuse du jaguar ont pris le dessus alors qu'elle se repositionnait pour une attaque plus efficace sur le cou et la gorge de sa victime. Luna a relâché le bras mutilé de Tyler seulement pour refermer ses mâchoires autour de son cou avec une précision chirurgicale. Ses dents canines de 2,5 pouces ont percé les principaux vaisseaux sanguins, tandis que la force de sa morsure écrasait ses vertèbres cervicales et compromettait ses voies respiratoires. Le corps de Tyler convulsait alors que l'attaque du jaguar se poursuivait, son téléphone tombant bruyamment au sol. Le puissant corps du jaguar plaquait Tyler au sol tandis que ses griffes acérées, comme des rasoirs, lacéraient de son torse et ses membres, ouvrant des blessures profondes qui provoquaient une perte de sang massive. Les mouvements de Tyler cessèrent en quelques minutes alors que le traumatisme massif et la perte de sang submergeaient son système. Les agents de sécurité ont découvert la scène lorsque les cris de Tyler les ont alertés à l'exposition de jaguar à 12h47. Luna montra des signes d'agitation lorsque les gardes s'approchèrent, les forçant à attendre les agents de la faune avec l'équipement de tranquillisation. La première fléchette fut administrée à 1h03 du matin avec une sédation complète, atteinte à 1h08 du matin. L'enquête révéla que Tyler avait exploité le panneau de treillis endommagé dans le passage du gardien qui devait être réparé. Son téléphone contenait des messages de camarades de classe discutant du défi qui avait conduit à sa mort. L'examen médico-légal a révélé des motifs de morsure caractéristiques du jaguar avec un traumatisme écrasant étendu aux vertèbres cervicales. Luna a été mise en quarantaine et sa surveillance comportementale a été effectuée selon les protocoles du plan de survie des espèces, tandis que les réparations de l'exposition étaient en cours. L'animal est resté dans les locaux du zoo après des évaluations de sécurité approfondies et des modifications des installations. La mort de Tyler a choqué sa communauté scolaire et a souligné les conséquences tragiques de la pression des pairs et de la supervision parentale inadéquate. Le zoo a mis en place des mesures de sécurité renforcées et commencé des programmes éducatifs sur les dangers de tenter d'interagir avec des animaux sauvages. Mais les adolescents n'étaient pas les seuls à commettre des erreurs fatales autour des grands félins. Dans l'Ohio, un moment d'inattention dans le protocole d'un gardien de zoo expérimenté lui coûterait la vie lors d'une rencontre avec un tigre de Sumatra. C'était le 12 novembre 2014 et le zoo de Cincinnati était en pleine effervescence alors que le personnel se préparait pour une nouvelle journée de soins aux animaux et d'éducation du public. Amanda Chen, âgée de 28 ans, est arrivée tôt pour son service dans la section des grands félins où elle travaillait depuis 5 ans, se forgeant une réputation comme l'une des gardiennes les plus dévouées et soucieuses de la sécurité du personnel. Amanda poursuivait son master en comportement animal tout en travaillant à plein temps au zoo, souvent en faisant des doubles vacations pour économiser de l'argent pour son mariage à venir. Son emploi du temps exigeant l'avait laissée épuisée, mais elle était fière de son travail avec les tigres de Sumatra en danger et était dévouée à leur conservation. Sa tâche ce matin-là consistait à nettoyer l'enclos de Bayou, une tâche de routine qu'elle avait effectuée des centaines de fois. Le tigre mâle de 300 livres de Sumatra était au zoo depuis 3 ans et avait développé une relation positive avec Amanda grâce à des séances d'entraînement quotidiennes et des activités d'enrichissement. Les tigres de Sumatra sont la plus petite sous-espèce de tigre survivante. Mais les mâles adultes pèsent encore jusqu'à 310 livres et possèdent toutes les capacités prédatrices de leurs cousins plus grands.
Ils sont en danger critique d'extinction, avec moins de 400 individus restant à l'état sauvage. Malgré leur taille plus petite, les tigres de Sumatra sont des prédateurs incroyablement puissants, avec des forces de morsure atteignant environ 1000 livres par pouce carré et des griffes acérées comme des rasoirs conçus pour tuer de grandes proies. Le protocole de nettoyage exigeait qu'Amanda sécurise Bayou dans sa zone de confinement avant d'entrer dans l'enclos principal. La porte coulissante entre les deux zones était contrôlée par un système d'interverrouillage avec un loquet coulissant et un voyant conçu pour prévenir exactement le type d'accident qui allait se produire. Épuisée par un double quart de travail et distraite par ses pensées sur son mariage prochain, Amanda a commis une erreur fatale dans sa routine. Elle n'a pas réussi à correctement verrouiller le verrou coulissant de la porte de la navette après avoir vu le voyant vert, sans se rendre compte que l'accumulation de glace due au nettoyage du matin avait créé un faux signal positif laissant la porte mal sécurisée. Amanda est entrée dans l'enclos principal avec son matériel de nettoyage, croyant que Bayou était bien enfermé dans sa zone de confinement. Elle a commencé à arroser le coin le plus éloigné de l'enclos, tournant le dos à la porte de sécurité tout en se concentrant sur l'élimination des débris et des déchets de l'espace de vie du tigre. Bayou se reposait dans son enclos lorsqu'il a détecté la présence d'Amanda dans l'enclos principal. La curiosité naturelle du tigre l'a conduit à inspecter la porte de séparation et son épaule puissante a facilement poussé à travers la barrière mal sécurisée lorsque la glace a cédé sous la pression. Au moment où Bayou est entré dans l'enclos principal, son comportement est passé de curieux à territorial. Malgré des années d'interaction positive avec Amanda, les instincts naturels du tigre l'ont reconnu comme une intruse dans son domaine, déclenchant des réactions agressives qui ont supplanté leur relation établie. Amanda se retourna pour voir Bayou s'approcher depuis la porte de service, son corps puissant se déplaçant avec la grâce fluide qui rend les tigres si efficaces en tant que prédateurs. Elle reconnut immédiatement son erreur et essaya d'utiliser le tuyau à haute pression pour tenir le tigre à distance tout en reculant vers la porte de sortie. Le jet d'eau ne fit qu'agiter davantage Bayou et ses instincts territoriaux le poussèrent à éliminer ce qu'il percevait comme une menace pour son domaine. Le tigre de 300 livres a chargé Amanda avec une vitesse explosive, parcourant la distance entre eux avec des bonds puissants qui ne lui ont laissé aucune chance de s'échapper. La patte massive de Bayou frappa Amanda à la poitrine avec une force écrasante, la faisant s'écrouler en arrière sur le sol en béton de l'enclos. Les puissantes mâchoires du tigre trouvèrent son cou et sa gorge avec une précision chirurgicale, ses dents canines de 2 pouces et demi perçant les principaux vaisseaux sanguins tout en écrasant ses vertèbres cervicales et compromettant ses voies respiratoires. Les cris désespérés d'Amanda ont alerté les autres gardiens qui ont immédiatement déclenché des protocoles d'urgence pour secourir leurs collègues. Les instincts naturels de tueur du tigre l'ont poussé à maintenir sa prise sur le cou d'Amanda tout en utilisant son poids corporel puissant pour la clouer au sol. Les griffes acérées du Bayou ont lacéré le torse et les bras d'Amanda, ouvrant des blessures profondes qui ont causé une perte de sang massive et un traumatisme. L'attaque du tigre a été rapide et efficace, guidée par des millions d'années de programmation évolutive qui en ont fait l'un des tueurs les plus efficaces de la nature. D'autres gardiens sont arrivés en moins de 4 minutes avec de l'équipement de tranquillisation et des protocoles d'intervention d'urgence. La première fléchette a été administrée à 7h23 du matin avec une sédation complète atteinte à 7h28 du matin. Mais Amanda avait déjà subi des blessures mortelles lors de la première attaque de Bayou. Amanda est décédée d'une perte de sang massive et d'une obstruction des voies respiratoires avant de pouvoir être transportée à l'hôpital. L'examen médico-légal a révélé des motifs de morsure caractéristiques de tigre avec un espacement des canines de 2,5 pouces et un traumatisme cervical étendu conforme à la méthode de mise à mort naturelle de l'espèce. L'enquête a révélé que son échec à sécuriser correctement le pen coulissant, combiné à l'indicateur lumineux défectueux causé par l'accumulation de glace, avait créé les conditions qui ont conduit à la rencontre fatale. Bayou a été placé en quarantaine pour une évaluation comportementale et médicale avant d'être autorisé à rester dans l'établissement. L'établissement a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, y compris des systèmes de verrouillage redondants et des protocoles de vérification à 2 gardiens obligatoires pour toutes les enceintes des grands félins, nécessitant un deuxième gardien pour vérifier physiquement que toutes les barrières sont correctement sécurisées avant toute entrée dans une enceinte. La mort d'Amanda a dévasté la communauté du zoo et a souligné comment même les professionnels expérimentés pouvaient être victimes de laps de sécurité momentanés. Sa famille a créé un fonds de bourse pour les étudiants poursuivant des carrières dans la conservation de la faune. Notre dernière histoire nous emmène dans le Texas rural, où la tentative de cambriolage d'un criminel de carrière l'a conduit dans le territoire d'un lion de montagne avec des conséquences mortelles. C'était le 8 février 2018, et la campagne reculée du Texas était plongée dans l'obscurité alors que Danny Kowalski s'approchait de ce qu'il croyait être un entrepôt non gardé sur une vaste propriété rurale. Le criminel de carrière de 31 ans avait été libéré de prison 6 mois plus tôt après avoir purgé 3 ans pour cambriolage et vol. Malgré les efforts de son agent de probation pour l'aider à trouver un travail légitime, le casier judiciaire de Danny rendait l'emploi presque impossible et il était rapidement retourné au vol pour subvenir à son habitude croissante de consommation de drogue. Danny avait entendu des rumeurs en prison au sujet de riches collectionneurs d'animaux exotiques qui gardaient des objets précieux dans des installations reculées avec une sécurité minimale. Le bâtiment que Danny observait depuis 2 semaines semblait parfait pour ses objectifs. Une grande structure métallique située seule sur une propriété de 50 hectares, loin des voisins et apparemment non gardée pendant la nuit.
Ce que Danny n'avait pas réalisé, c'est que le bâtiment était une grange agricole convertie qui abritait une collection privée de chats exotiques appartenant à un cadre retraité du secteur pétrolier qui avait passé des décennies à acquérir des animaux sauvés de zoos en faillite et de centres de divertissement. L'établissement contenait plusieurs grands enclos avec des toits en treillis conçus pour offrir un sanctuaire à des chats qui ne pourraient jamais être relâchés dans la nature. Les cougars sont le prédateur sauvage le plus largement distribué en Amérique du Nord. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 220 livres et possèdent une furtivité et des capacités de chasse incroyables. Ce sont des animaux solitaires et territoriaux qui défendront agressivement leur territoire contre tout intrus perçu. Les cougars peuvent sauter plus de 15 pieds de haut et 40 pieds de long, ce qui les rend incroyablement dangereux dans des espaces confinés. Leur force de morsure atteint environ 400 livres par pouce carré, et leurs griffes acérées, comme des rasoirs, sont conçues pour tuer des proies beaucoup plus grandes que les humains. Danny avait planifié son entrée avec soin, apportant une échelle portable pour accéder au puits de lumière du bâtiment. Il est monté sur le toit en métal juste après minuit, lorsqu'il pensait que le propriétaire serait endormi dans la maison principale, située à plusieurs centaines de mètres. Le puits de lumière s'est ouvert facilement, révélant ce qui semblait être une zone de stockage sombre en dessous. Danny s'est abaissé à travers l'ouverture, s'attendant à atterrir dans un entrepôt rempli d'objets de valeur. Au lieu de cela, il est tombé directement dans l'enclos de Ranger, un espace de 6 par 9 mètres conçu pour abriter le puma mâle de 68 kg. Ranger avait été sauvé d'un zoo en bordure de route en faillite 3 ans plus tôt et s'était bien adapté à sa vie de sanctuaire. Le puma était naturellement nocturne et avait été en train de rôder sur son territoire lorsque l'intrus inattendu s'est écrasé à travers le puits de lumière au-dessus de son enclos. Danny a réalisé son erreur au moment où il a touché le sol et a vu le grand félin se diriger vers lui dans l'obscurité. Il a essayé de ramper vers l'ouverture du puits de lumière, mais les murs lisses de l'enclos n'offraient aucune prise et Ranger était déjà en mouvement. L'attaque du puma est devenue avec la précision silencieuse qui rendait son espèce si efficace en tant que prédateur. Ranger s'est lancé sur Danny avec une puissance explosive, ses 150 livres couvrant la distance entre eux en un seul bond. Cela a démontré pourquoi les pumas tenaient des chasseurs si redoutés. Les puissantes mâchoires du puma se refermèrent sur le cou de Danny avec une force dévastatrice, ses crocs de 5 cm perçant les muscles et les principaux vaisseaux sanguins tout en appliquant une pression écrasante sur ses artères carotides. La technique de chasse naturelle du puma était rapide et efficace, conçue pour éliminer sa proie rapidement et silencieusement en comprimant le flux sanguin vital. Les cris désespérés de Danny résonnaient à travers le bâtiment métallique alors que les griffes aiguisées de Ranger lui lacérinaient le torse et les bras, ouvrant de profondes entailles qui provoquaient une perte de sang massive. L'espace confiné de l'enclos jouait contre Danny, ne lui laissant aucune échappatoire tandis que le félin territorial continuait son assaut. Les puissantes pattes arrière de Ranger ont frappé la poitrine et l'abdomen de Danny, ses griffes infligeant des blessures supplémentaires qui ont perforé des organes vitaux et causé des hémorragies internes. Les instincts de chasse naturelle du puma l'ont poussé à maintenir sa prise sur le cou de Danny tout en utilisant son poids pour immobiliser sa victime sur le sol en béton. Les luttes de Danny s'affaiblissaient alors que la perte de sang et la compression de la carotide submergeaient en son système. En quelques minutes, ses mouvements cessèrent car l'attaque dévastatrice de Ranger s'avéra fatale. Le puma continua de garder sa proie, affichant le comportement territorial qui avait déclenché la rencontre mortelle. Le propriétaire de l'établissement fut réveillé par les cris de Danny et appela immédiatement les urgences à 12h34. Les agents des forces de l'ordre sont arrivés en moins de 20 minutes, mais ont attendu l'équipe de tranquillisation de la faune de l'État avant d'essayer d'entrer dans le bâtiment. La première fléchette a été administrée à 1h15 du matin et la sédation complète a été obtenue à 1h22 du matin. Danny était déjà mort d'une importante perte de sang et d'un traumatisme au cou lorsque les autorités ont finalement pu accéder en toute sécurité à l'enclos. L'examen médico-légal a révélé des marques de morsure caractéristiques de puma avec un espacement de 2 pouces entre les canines et des dommages importants à la carotide, conforme à la méthode de mise à mort naturelle de l'espèce. L'enquête a révélé que Danny planifiait le cambriolage depuis des semaines, ignorant que la grange convertie abritait des prédateurs dangereux plutôt que des marchandises de valeur. Le propriétaire de l'établissement a fait l'objet d'un examen juridique pour avoir exploité une installation d'animaux exotiques sans licence et les responsables de la faune de l'État ont confisqué Ranger ainsi que les autres chats, les relogeant dans des sanctuaires agréés. La mort de Danny a souligné les conséquences tragiques de la dépendance et du comportement criminel, tout en rappelant que certaines limites ne devraient jamais être franchies. Sa famille a eu du mal à accepter les circonstances de sa mort, sachant que ses choix l'avaient conduit dans une situation où la survie était impossible. Merci d'avoir regardé. Juste au moment où vous pensez avoir vu les moments les plus tragiques, cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir les histoires suivantes qui vous montreront pourquoi certaines limites ne devraient jamais être franchies.